Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live qui sera le premier live d'un long cycle de live qui ira au-delà de cette année. Comme chaque année, vous savez, vers la fin de l'année, je fais une FAQ, je fais une foire aux questions assez massive en plusieurs parties, qui sera en replay et dans laquelle vous me posez toutes sortes de questions. On fait le bilan de la chaîne, de l'année, et justement ça permet aux gens qui me connaissent de me poser davantage de questions, et aux gens qui me connaissent pas et qui viennent de s'abonner à la chaîne, ou voilà, qui m'ont découvert en cours de route, de me connaître davantage et tout simplement d'être curieux sur ce que je ressens vis-à-vis du cinéma, ce que je peux bien penser de telle ou telle chose, sans que ça rentre directement dans des redites par rapport aux FAQ précédentes. Il y en a beaucoup. Toutes les questions sont dans les descriptions des vidéos. Alors j'essaie d'être un petit peu synthétique parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque FAQ. Ça fait quand même, je crois, la 7e ou 8e FAQ. Oui, t'inquiète pas Luc, j'ai tes différentes questions, il n'y a pas de souci. Avant toute chose, voilà, ce que nous allons dire ici, ce sera en replay. C'est la 8e année que je fais des vidéos que je poste sur internet. Ça commence à faire sacrément long. C'est pour ça que je pense j'ai besoin de trouver un rythme qui soit différent. Cette année vous avez senti la différence. Je fais beaucoup moins de vidéos. Je prends beaucoup trop de temps pour aussi réunir ce que je veux dire, ce que j'ai à dire, et après monter le tout, parce que ce n'est pas littéralement du montage, mais il y a beaucoup de dérochage de son, c'est-à-dire du défrichage et du nettoyage de son. Et des fois je peux virer sur 4 heures, je peux virer 1h10, 1h30 de commentaires. Donc voilà, ça peut être très important, et c'est ça généralement qui me prend de temps. Donc encore une fois, je m'excuse s'il n'y avait pas autant de vidéos que vous l'aurez souhaité sur la chaîne. Il y en a même un pendant le Movie Quest qui avait cru que voilà, j'étais décédé, mais non, je ne suis pas décédé. C'est juste que j'ai trouvé un rythme qui pour l'instant me satisfait pas totalement, parce que des fois j'ai vraiment l'impression que je suis en manque de publication. Mais dans l'absolu, c'est un rythme qui déjà est plus intéressant pour moi que presque faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je peux le faire, mais j'aurais l'impression que c'est bâclé, et j'aurais l'impression d'être un petit peu coincé, surtout qu'il y a des semaines où ça pouvait être compliqué. Et surtout, j'ai un peu moins la niaque. Mais je bosse toujours sur plein de trucs en même temps. Mais le problème, c'est que... Et je l'avais déjà dit les années précédentes, je bosse sur plein de trucs en même temps. Et tout avance, mais à des petits pas de fourmis. Donc, en fait, ça m'arrange pas. Mais en attendant, rien n'est laissé tomber. C'est juste que tout avance très 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 lentement, et des fois je compte sur mes vacances pour me booster, parce que je suis loin de mon PC, donc je suis aussi loin de distractions vidéoludiques, si vous voyez ce que je veux dire, et donc je peux bosser davantage sur des textes, regarder davantage de films. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi quand je pars en vacances. Je savais bien que t'étais pas mort, tu publies régulièrement sur Facebook. Oui, voilà, les gens qui sont sur Facebook, ils savent que je ne suis pas décédé. Mais c'est juste que voilà, la publication est un petit peu plus lente. Mais elle n'est pas décédée. Vous avez pu avoir récemment voilà, un live Movie Quest que je voulais faire. Et aussi 2 vidéos sur Robert Aldrich. Et 2 films qui sont vraiment très bons et qui me donnent envie de voir la suite de sa filmographie. Suite d'ailleurs à plusieurs d'entre vous qui ont insisté sur... je crois que c'est L'Empereur du Nord qui est de Robert Aldrich. Je peux me tromper comme un couillon, mais non, je crois que c'est L'Empereur du Nord qui est de Robert Aldrich, qu'on m'avait conseillé. Je crois que c'est Damien 666 qui doit être dans les parages, celui-là. Je crois que c'est lui qui me l'avait conseillé, il me semble. Si ce n'est pas lui, je m'excuse auprès de la personne qui me l'a conseillé et qui se retrouve pas dans mes commentaires, mais c'était un film qui était intéressant. En tout cas, il était singulier, ça c'est sûr, et ça donne envie d'explorer davantage. Et bien sûr, avant de commencer les questions et 2-3 points que j'ai envie d'évoquer,
Je dois vous dire merci pour le soutien. Alors j'avais peur qu'il y ait plus grand monde si je publie pas grand chose, mais finalement il y a toujours les vieux de la vieille, hein, des gens qui sont bien attachés. Je vous remercie de vous être attachés à ce que je dis, au sujet que je peux évoquer sur la chaîne. J'entends par sujet des films bien sûr, mais aussi peut-être des sujets que j'évoque tout au long d'une série de vidéos, ou peut-être pourrais-je dire une sensibilité que moi j'ai par rapport à certains aspects du cinéma, que je mets plus en avant par rapport à d'autres, et aussi un répertoire que je mets en avant sur la chaîne, qui est peut-être pas le vôtre, mais qui ne demande qu'à être étouffé, qui ne demande qu'à être repoussé. J'entends par là les limites. C'est-à-dire que voilà, moi je ne peux pas tout voir, et je suis incapable aussi de tout voir. C'est-à-dire d'accepter de regarder un film de 3 heures sur quelqu'un qui filme simplement des chaises. C'est dur, mais je ne serais pas capable, quoi. Donc pour moi, il s'agit aussi, à titre personnel, de repousser les limites de ce que je peux voir progressivement à travers des ouvertures. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant quand les gens conseillent des films, de penser que l'autre n'y connaît rien, et donc il ne faut pas lui le froisser si vite que ça. Si l'autre est un adulte intelligent, on peut commencer par un film d'entrée en matière, une petite entrée, voilà, et après on commence à évoluer doucement, à lui proposer des choses un peu plus hardcore. Mais je ne considère pas que ce soit la bonne démarche de commencer tout de suite avec quelque chose de très agressif, de trop loin par rapport au goût de la personne. Donc il s'agit aussi d'y aller progressivement. De toute façon, on a toute notre vie pour regarder des films, donc c'est pas quelque chose qui doit être pris rapidement. Salut Sunflower, avec un magnifique avatar de petit tournesol. Voilà, donc c'était en préambule de ce que je voulais dire, parce que j'ai eu une question que je vous évoquerai bien sûr, qui était une question, c'est une question un peu bateau, mais ça pouvait être amusant en tout cas de la traiter. Et quand je l'ai traitée, j'ai recherché des trucs sur internet et je me suis rendu compte que franchement, ma culture de cinéma c'est de la merde. C'est 3 fois rien. Je pense que le bon cinéphile, c'est celui qui dit ouvertement à qui veut l'entendre qu'il ne sait rien et qui n'est là que pour apprendre davantage. Parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas considérer, au vu de toutes les lacunes que je peux voir par rapport à des listes sur internet, à des films que j'ai pas vus, et je peux pas concevoir qu'un cinéphile dise je sais. C'est impossible. Quand j'ai fait la liste, je vous en parlerai peut-être pendant cette FAQ-ci, peut-être plus tard. Quand j'ai vu cette liste, je me suis rendu compte qu'en fait je ne savais rien, et qu'il faut que je rattrape tout ça, que je rattrape mon retard, que je regarde ces films, que je prenne du temps pour ça, parce que sinon c'est le chaos, pourrait-on dire, et surtout que mes goûts sont trop orientés, vraiment trop, et pourtant j'essaie de faire des petits efforts, hein, mais c'est trop... Voilà, c'est terrifiant, vraiment. Mais il faut se faire violence, et il faut essayer de trouver la bonne entrée pour après engager sur des filmographies qui sont plus tortueuses, plus dures à regarder, plus dures à accepter, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un petit préambule. Écoutez, on va commencer avec la traditionnelle liste. Salut Damien. On va commencer avec la traditionnelle liste des grosses merdes industrielles qu'on va nous donner à manger l'année prochaine, en 2020. Il y a 2-3 trucs bien, mais dans l'ensemble, oh mon Dieu, c'est quand même une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe tous les ans, mais l'année prochaine, c'est pas glorieux, les amis. Donc, il s'agit d'une liste que j'ai fixée par rapport au site qui s'appelle Mojo Box Office. C'est donc un site anglo-saxon qui ne mettra pas en valeur les films français, je tiens à le préciser. Et c'est aussi une liste de titres qui me parlent, c'est-à-dire les titres qui m'évoquent quelque chose. J'entends par là qu'il y a des titres, peut-être que vous attendez à fond, que vous connaissez très bien, que vous connaissez le réalisateur, ou je sais pas, et que moi je ne mettrai pas du tout en valeur dans cette liste. Donc c'est plus une liste de grandes attractions. Voyez ça comme ça, rien de plus. Des films qu'on attend, des films où on a déjà eu des bandes annonces, du blockbuster américain, voilà. Mais ce n'est en aucun cas représentatif du cinéma mondial de l'année prochaine. Il s'agit de quelques voilà, titres qui peuvent susciter l'intérêt pour le grand public au sens large et au sens consommateur du terme.
Et bien sûr, je vais commenter ces quelques titres. Bon, quelques titres, j'ai quand même plusieurs lignes de titres. Hein. On va commencer avec un film, quand j'ai vu la bande-annonce, c'était un peu une catastrophe. J'ai détesté la bande-annonce. C'est Birds of Prey. C'est l'espèce de Gotham sirène qu'ils ont voulu faire à la suite du succès commercial, pas critique, mais du succès commercial de Suicide Squad. C'est un film qui regroupera des héroïnes plutôt que des héros ou des super vilains, plus des héroïnes, même si maintenant ça a un peu changé, mais bon bref, autour de Harley Quinn. Je trouve que le film, vu comme il a été monté pour la bande-annonce, ne donne pas envie. Harley Quinn, de base, j'ai un peu de mal à la considérer comme un personnage principal, donc là c'était un petit peu pénible de regarder la bande-annonce, et bien sûr il y a cette espèce, j'en suis désolé pour les femmes qui sont dans le chat, cette espèce de girl power qu'essaye de pousser au forcing Hollywood avec des films comme celui-ci que je trouve un petit peu trop entêtant et trop ridicule. Avoir des femmes fortes dans les films et des femmes en protagoniste, ce n'est pas ridicule et ça a toujours existé, mais là tu sens clairement le mouvement, hein, et c'est pas forcément très agréable. Ensuite nous avons eu Sonic qui a eu droit à une première bande-annonce avec un design absolument affreux, affolant et affreux, mais curieusement, une chose incroyable, il y a eu tellement de critiques que le studio est reparti pour faire les effets spéciaux de son film. Et ça, franchement, je crois que c'est une première. Après un retour sur les réseaux sociaux dithyrambiquement critique, ils sont repartis faire les effets spéciaux. Et la deuxième bande-annonce, elle donne vraiment envie d'aller voir le film pour le coup. Ah, là, c'était réussi. Ah, là, le coup, il était magistral. Donc, le film a réussi à redresser un peu le manche. Ça donne envie, même si Sonic, honnêtement, moi je m'en fous, donc je n'irai pas voir le film. C'est pas un personnage qui me touche. Mais oui, c'est normal, Luc. Vous entendez des rires derrière, c'est que de l'autre côté du mur, il y a des gens qui font un jeu. Donc voilà, c'est normal. Donc oui, Sonic, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je pense que ça fonctionnera, si le film est bien fait, je pense qu'il fonctionnera à peu près de la même manière qu'un Pokémon, mais guère plus. Je vois pas Sonic faire des entrées à n'en plus finir. On a eu aussi une autre bande-annonce d'un film d'action qui, à la bande-annonce, ça a l'air sympa, ça a l'air, comment dire, bien punchy. C'est Bloodshot. Ah oui, bon, cette manie actuelle de Théo, malheureusement, c'est comme ça et on peut pas faire grand chose. Hein. Donc le film Bloodshot, c'est avec Vin Diesel. Ce n'est pas un spin-off de Fast and Furious, promis. C'est un mec qui a une espèce de modification génétique et qui régène instantanément ses blessures. J'ai pas exactement compris ce que c'était, mais la bande-annonce montre des plans très stylés. C'est dans un espèce de futur, on sait pas trop, on dirait un truc à la Mirror's Edge. L'impression que ça m'a donné, c'est un peu ça. Enfin, c'est très bizarre comme histoire, mais j'ai l'impression que c'est issu d'une bande dessinée américaine. La bande-annonce telle qu'elle est pourrait me donner envie, mais c'est juste que je sais que c'est un espèce de truc d'action un peu débilos, donc je vois pas pourquoi je devrais dépenser mon argent pour ça. Mais au moins la bande-annonce est bien faite et peut donner envie, pour une bonne dose d'action, d'aller voir le film et d'aller voir Vin Diesel se faire trouer de balles et après foutre des tatanes. Ensuite, on a un autre film qui s'appelle Onward, qui est un Pixar. C'est l'histoire de trolls qui, grâce à un sceptre, récupèrent leur père, mais en fait le sceptre se casse et ils ont que la moitié de leur père à peu près jusqu'à la ceinture. Et ils lui mettent des vêtements pour donner l'impression que c'est le père, et en fait t'as les pieds qui se déplacent du père et le costume avec l'écharpe, vous savez, un peu comme un homme invisible, hein. Le costume avec les grosses lunettes, l'écharpe et la cagoule qui se déplacent avec eux. Ça a l'air un peu loufoque, ça a l'air un peu con, ça a l'air un peu bas du front, et c'est signé Pixar, et c'est peut-être ça qui m'étonne le plus. Alors Anonyme, non, ce n'est pas la liste de tous les films à éviter. Il y a quelques films que je pourrais considérer comme attrayants. En tout cas, je ne juge par rapport aux quelques infos qu'on a. Tu sais, Anonyme, c'est compliqué de savoir, hein, si ça vaut le coup ou non. Hein. Voilà, exactement, Théo, c'est en avant en VF. Moi, je trouve ça absolument affreux. C'est pas imaginatif. On dirait un DreamWorks. Vraiment, on dirait que ce film-là, il s'oriente par rapport à DreamWorks. C'est typiquement des histoires
elle peut être très sympa, hein, mais c'est typiquement des histoires que je pourrais voir chez DreamWorks. Or, quand on va chez un Pixar, on souhaite avoir une qualité supérieure, enfin dans l'absolu. Mais en fait, ils auraient dû mettre celui-là de côté et faire beaucoup plus de promotion sur l'autre Pixar qui va arriver. Je l'ai un peu plus loin sur la liste. Bonsoir Lucie. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous avons ensuite Underwater. C'est une bande-annonce amusante. En plus, il y a Kristen Stewart dans le film. Alors moi, tout de suite, quand il y a Kristen Stewart, moi, j'en peux plus. Donc, c'est Kristen Stewart qui est dans une base sous-marine et elle commence à se fissurer. Il y a des ouvertures dans l'eau et ils doivent s'échapper de là. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre dans cette histoire et ça j'ai l'impression que ça vire sur un espèce de truc à la Léviathan avec un monstre. Enfin, j'ai pas tout à fait compris exactement de quoi il en retournait, ou plutôt quelle amplitude a le film par rapport au postulat de départ qu'on voit dans la bande-annonce. Donc, ça peut-être être intéressant. J'attends de voir, j'en sais pas plus. Mais peut-être que j'irai jeter un coup d'œil sur ce film-là. Un film, pour le coup, je n'irai absolument pas jeter un seul coup d'œil, c'est Bad Boys for Life. Enfin, la bande-annonce, c'est de la merde, quoi. C'est pour les beaufs qui ont bien aimé ces films-là avant. C'est nul, quoi. C'est nul. Oh là là. Putain. Ça donne même pas envie, quoi. Vous avez envie d'aller voir Bad Boys? Moi, je préfère aller voir le Six Under... c'est quoi? Six Underground ou je sais plus quoi. Le nouveau film de Michael Bay qui sort sur Netflix. Hein. Je préfère voir ça qu'aller voir Bad Boys for Life. Hein. Oh là là. Catastrophe ce truc. Catastrophe annoncée. Alors je suis sûr que voilà, parce qu'il y a Will Smith, parce qu'il a fait Aladdin, que ça va faire venir du gens. Il y a quand même des gens qui vont voir Will Smith. Mais le truc là qui réchauffé là, oh là là. Alors le Family Adams, j'ai vu la bande-annonce, le design et la direction artistique et généralement le graphisme, les textures, tout ça, je trouve ça pas beau du tout. Ça a l'air d'avoir le même niveau qu'une série en animation de synthèse pour les chaînes Disney. Moi j'attends un peu mieux d'un film. Alors c'est un peu dur ce que je dis parce qu'il y a des gens qui ont bossé dessus, ça fait vivre des gens bien sûr, mais moi je vois ça, je trouve ça affreux. Je préfère largement les films, malheureusement. Hein, il y a eu 2 films qui sont arrivés avant dans les années 90 et moi je suis malheureusement attaché à ces films-là. Donc dès que je vois ce film-là, je me dis waouh putain, c'est un peu dégueu quand même. Hein. C'est un peu vieillot en fait. On dirait un truc de 2006 quoi. Allez, on va être sympa, de 2010. Mais pas plus. Hein. C'est trop propre. Oui, je suis d'accord avec toi, Lucie. Tout a l'air un peu trop propre. Ensuite, des trucs de chez Disney, mais c'est... Le problème, c'est qu'ils ont tellement d'argent qu'ils commencent à envoyer de la pâtée à tout va et ça devient... Damien, je pense que Will Smith peut encore faire un peu vendre sur son nom. Oui, surtout après le succès d'Aladdin. Par contre, Gemini Man, ça n'a pas été vraiment un gros succès, mais Aladdin, ça a bien été coté. Donc, si le film fait son postulat de départ, Will Smith fera par la suite ce qu'il faut. Je pense que ça marchera, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Ensuite, on a des trucs, mais catastrophe sur catastrophe. Dr. Dolittle. Oh, avec bien sûr Downey Jr. là qui fait son mariole. Un truc bourré d'effets spéciaux enfin, il y a rien de réel, quoi. Il y a juste la tête de Downey Jr. qui a l'air réel dans tout ce micmac, quoi. Ça a l'air fade. Enfin, comme l'autre truc, là, ils ont fait une bande-annonce récemment, là, le Mulan. Oh mon dieu. Si, allez, on va être sympa, mais parce que la bande-annonce nous dresse dans le sens du poil, puisqu'il y a une des chansons dans le film, je sais plus comment c'est en français, quand là, elle parle devant des miroirs, là, après cette fête refusée, par la femme là, qui choisit les mariés dans le dessin animé, elle repart chez elle et en allant vers le lieu des prières, elle chante une chanson magnifique et ils ont repris le thème de cette chanson, Réflexion, merci Kitsune 13, Réflexion, ils ont pris le thème de Réflexion pour faire la bande-annonce. Alors bien sûr, alors là ça marche, ah bah oui, on est pris dans l'émotion parce que voilà, tout est bien agencé dans une bande-annonce, bien sûr pour nous donner envie d'aller voir le film, mais les images que j'ai vues, ça me donne pas envie, oh putain, ouh là 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 là. Comme si on n'avait pas saisi que le père était malade, alors on le fait tomber, on le fait chuter devant le mec à cheval. C'est vraiment genre, tu l'as vu ma larme, hein, tu l'as vu. Enfin c'est,
Oh là 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 là, mon dieu, pitié. Alors quand elle prend l'épée, aucune iconisation de l'épée par rapport au dessin animé, vous savez, avec ses plans, avec la lame qui sort et on voit la face de Mulan, enfin c'est excellent. Mais là, ça a l'air fade, ça a l'air OSEF sur 20. Pour moi, jamais j'irai voir ce truc, jamais, en fait j'irai dépenser de l'argent pour ça. Par contre, il y a un film, alors là, Anonyme, il me dit, mais tu ne parles que de films de merde et tout ça, des films que tu vas pas aller voir. Bon, Birds of Prey, je serais un peu obligé parce qu'avec Arthur, on fait tous les films de DC Comics. Vous savez, c'est ma malédiction, hein. Tout streamer ou tout YouTuber a une malédiction. Bah, moi, c'est aller voir des films d'ici. Donc oui, moi je vais aller voir vraiment très probablement 1917 de Sam Mendes. Je vais aller le voir et vous aurez probablement une vidéo dessus. Moi ça m'évoque un petit peu The Revenant, la façon dont c'est filmé, un peu flottant, le travail des couleurs. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Envie de voir en fait si ça fait cheap. Parce que j'ai peur que ce soit une espèce de jeu de parcours trop propre. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut. Parce que le Mendes, autant je trouve que Spectre, ça a des graves problèmes de narration. Mais c'est super bien fait. C'est super élégant. Et ça, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire avec des plans séquences. Et bien sûr, ce thème de la guerre. Donc ça, j'irai voir 1917, bien sûr. Tu dis dépenser de l'argent, du coup j'ai une question, as-tu une carte cinéma illimitée? Bonsoir Frédéric. Non, je n'ai pas de carte cinéma illimitée, j'en ai jamais eu. Donc moi quand je vais au cinéma, c'est que je crois un petit peu dans le projet, ou je crois dans la curiosité qu'il suscite auprès de ma sensibilité. Par exemple les Godzilla. Je suis allé voir tous les Godzilla, 2014, j'ai vu ceux de Netflix et j'ai vu bien sûr le Godzilla 2 King of Monsters. Vous aurez une vidéo dessus quand j'aurai le courage d'enregistrer ma voix. Et donc non, je n'ai pas de carte illimitée. Les autres films, ce sont des produits marketing. Ah ben oui, mais l'industrie hollywoodienne dépense énormément d'argent, voire des fois plus d'argent dans le marketing que sur le film même. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Et du coup, on a des machins qui nous popent un petit peu dans tous les sens. Des Black Widow, des Fast and Furious 9, des Top Gun Maverick. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui sortent de l'enfer, quoi? On est allé sortir Top Gun des enfers, hein? Et on l'a remis sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Encore une fois, marketing oblige, la bande-annonce est superbe avec le thème et tout ça. Ils savent comment faire. Mais tu vois ça, tu dis non mais attendez quoi. Jusqu'où ils vont remonter au bout d'un moment. Baignure 2 quoi. Tant qu'on y est. Allez, faites un Baignure 2. Black Widow, on dirait un Besson. Bah oui. J'ai pas vu le dernier Besson, hein. Anna. J'ai pas vu je crois que ça s'appelait Anna. Il y a aussi, et c'est censé être cette année, alors c'était déjà prévu l'année dernière, c'est New Mutants, espèce de film d'horreur avec des super-héros, mais vu le temps qu'ils ont pris pour le diffuser, en fait, qu'est-ce qui va rester du film original? Parce que là, ils ont eu le temps de tout retourner pour New Mutants. Donc en fait, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ce sera un peu un espèce de film remonté, refait, un espèce de monstre un espèce de mutant, voilà. Donc ce sera un film méta. Oh là là, formidable. Il faut aller voir les films méta, les films mutants méta. Mais ça, moi je vois déjà ça comme une espèce de catastrophe. Quand je vous parlais d'un James Bond, le James Bond, il va arriver l'année prochaine. On a eu une bande-annonce. Ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça va bien clôturer le règne Craig, qui était plutôt un bon règne, hein, je trouve, de James Bond. C'était intéressant, c'était plus modernisé. James Bond No Time to Die, ça me froisse pas, mais ça me fait un peu reculer, c'est que c'est le réalisateur de True Detective saison 1. Je sais plus comment il s'appelle. Mais quand je vois True Detective saison 1, je me dis, est-ce que le mec il est capable de créer de la tension auprès du spectateur et de la scène d'action? Donc moi j'attends de voir, je devrais pas avoir des préjugés comme ça, mais ça me fait un petit peu peur. Mais j'attends de voir, parce que bon quand même c'est une grosse production, le mec ne pourra pas faire ce qu'il veut quand même, mais si le scénario est bien fait, je veux bien accepter de me faire plaisir auprès d'un James Bond.
Surtout que ce sera le dernier avec Daniel Craig. Ensuite, on a des films d'animation sur Scooby-Doo. Qu'est-ce que ça fout là encore, Scooby-Doo, le vieux machin, encore une fois sorti des enfers. Un film d'animation Bob l'éponge. Pitié, mais arrêtez de sortir ces vieilleries, quoi. Les gens sont incapables de créer de nouvelles choses, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent le passé continuellement. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, bien sûr, pourquoi pas, parce que le chien, il est marrant, il a peur des fantômes. Mais bon, c'est quand même vieux, tout ça. C'est quand même sacrément vieux, quoi. Je sais pas si les enfants, aujourd'hui, ils voudront un truc pareil. Enfin, si ça marche, tant mieux. Tant mieux, il faut toujours se rappeler que ça fait vivre des animateurs. Mais ça a l'air un peu bas du front, quoi. Enfin, je veux dire, l'idée de récupérer de vieilles icônes de dessins animés, c'est comme si tout d'un coup on refaisait un film Denver, le dernier dinosaure. Vous direz, ouais, bon, attendez, vous êtes bien sympa, mais vous pouvez pas créer quelque chose d'autre que nous ressusciter le passé, hein? Au bout d'un moment, c'est un peu ridicule quand même, hein. Tom et Jerry, ça ce sera intéressant, mais je pense que ce sera aussi en image de synthèse. Mais en effet, Théo, je serais très intéressé de voir des images de Tom et Jerry. En synthèse, mais quelle gueule ça aurait en synthèse, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on nous avons encore? On a Artemis Fall, qui est l'espèce de film là, ils avaient balancé une bande-annonce il y a presque 1 an, je crois. Pas loin d'1 an. Il y a très très longtemps. Le film est tombé dans l'oubli. Et finalement, il est repoussé jusqu'à cette année. C'est bon, l'histoire d'un gamin criminel. Ça a l'air un petit peu fou. C'est signé Disney. Je pense que ça va se vautrer. Il n'y a aucune hype. Tout le monde s'en fout de ce film. La bande-annonce ne donnait pas envie. C'est très mal barré pour ce film. Je crois qu'il est auto-programmé décédé avant même sa sortie. Ça m'étonnerait que ça fasse un succès, ce truc. Qu'est-ce que nous avons encore? On a Wonder Woman 1984. Ça, j'irai voir. Pour l'instant, on n'a pas d'image, mais bon, j'attends de voir. Il y a Chris Pine encore dans le film. Tu te demandes pourquoi, parce qu'il est mort. Alors il y aura des flashbacks, hein, où on va le faire revenir parce qu'il avait trop de côtes aussi auprès de la gente féminine ou masculine. Hein, ça dépend. Oh là là, on ne juge pas ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est il est mort, il n'est pas censé revenir, quoi. C'est un peu bizarre tout ça. On a donc le deuxième Pixar qui est Soul. C'est déjà mieux. C'est par le mec qui avait fait Vice Versa, Pete Docter, je crois bien. L'idée a l'air déjà beaucoup plus intéressante. Je sais même plus de quoi ça parle parce que c'était tout bizarre, mais la bande-annonce en tout cas me donnait beaucoup plus de plaisir et d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des trucs, les Mignons 2, Ghostbusters, Jungle Cruise avec The Rock, un truc qui a l'air nul à chier. Un truc d'aventure bas de gamme pour la famille, mais tu vois ça, t'en as vu des centaines. On dirait la momie dans la jungle, sans violence. Voilà. Avec The Rock qui fait ses mouvements de sourcils et ses trucs de biceps et c'est tout, quoi. Tout ça, on a déjà vu tout ça. Franchement, c'est bien parce qu'il faut alimenter des familles. Donc on fournit ce genre de spectacle, mais dans l'absolu, ils n'ont aucune valeur. C'est rien ça, c'est du quota. C'est du quota de films pour famille, de films à grand spectacle pour famille, mais ça n'a aucune forme d'importance, ce genre de film. On a un film qui s'appelle Morbius. Donc bien sûr, Morbius, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage vampirique de l'univers de Spider-Man. La question est-ce qu'il est dans l'univers de Spider-Man ou est-ce qu'il est dans l'univers de Venom ? Par rapport, vous savez, à la guéguerre entre Sony et Marvel, sur qui détient le droit de tel ou tel personnage. Je sais pas ce que ça va donner. Jared Leto fait Morbius, qui est pas une mauvaise idée en termes de casting, mais on n'a aucune image vraiment claire, donc faut voir ce que ça donne, à voir si ce sera avec Spider-Man ou si ce sera avec Venom. Je crois que c'est plutôt prévu pour vraiment être un espèce de machin stand-alone, mais je sais pas à quoi ça appartient en fait. Si c'est du côté Sony, ils peuvent peut-être jouer avec ça pour Venom par la suite, enfin... Il y a peut-être moyen, mais en fait, ce serait bien que Sony ils arrivent à négocier d'avoir Spider-Man dans leur film parce que ils ont les plus gros méchants quand même. En fait, je crois honnêtement que Marvel ne s'attendait pas à ce que Venom soit un succès. Et du coup, ils se sont dit merde, ouais, on a un concurrent en fait. Pourvu que Disney ne rachète pas Sony. Le problème, c'est que Sony, c'est pas juste des ventes de films. Hein. Donc c'est beaucoup plus gros que ça, Sony. Donc je sais pas qu'est-ce qui peut se passer.
Mais je pense que Sony ne lâchera pas comme ça ses films. Je pense, après vous savez, hein, on a été quand même surpris que la Fox soit rachetée, donc on n'est jamais à l'abri. Hein. Venom 2, déjà que le premier c'était pas terrible, ouais c'était pas terrible, mais en attendant ça faisait le minimum syndical, et c'est déjà bien. Honnêtement, on pouvait s'attendre à pire, et finalement c'est déjà bien qu'il s'en soit tiré à peu près comme ça. Et en espérant que la suite aille au moins dans la bonne direction, au moins la direction qu'il avait entamée avec le premier, mais qu'il n'abaisse pas davantage. Mais vraiment, pas un chouïa. Et après ça se passera bien. Le premier c'est toujours compliqué, il faut setup, alors, il faut mettre les origines, tout ça, ça prend beaucoup de temps à se placer. Maintenant que c'est fait, ça pourra peut-être aller plus droit, ou en tout cas aller là où ça doit être un peu plus rapidement. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a encore? On a Monster Hunter, même bien sûr tiré du jeu vidéo. Il y a eu quelques images pour une bande-annonce chinoise que vous avez trouvé peut-être sur YouTube. C'est pas le mec qui a fait Resident Evil, donc vous voyez le niveau. Mais bon, avec le budget chinois, ça peut donner des trucs assez virevoltants, je pense. Là, ce serait du blockbuster typical chinois. Pourquoi pas, mais on n'a pas de bande-annonce, on sait pas ce que ça vaut au final. On a ce Kingsman, donc un préquel à Kingsman. Déjà, Kingsman, ça va pas très loin. Mais alors là, c'est vraiment... On brode de tout ce qu'on peut autour de machins semi-populaires pour après créer du préquel. Oh là là, tout ça c'est embourbant, c'est embêtant, c'est gênant. On a un film sur l'univers Conjuring. On n'en sait pas plus. C'est un peu une catastrophe. On a Last Night in Soho. C'est le prochain Edgar Wright. Je sais pas trop de quoi ça parle. On voit une affiche avec des néons. Bon. Mais en tout cas, il y aura un Edgar Wright cette année. On a un film G.I. Joe. Magnifique. Tout le monde va aller voir le film G.I. Joe. Alors ça, c'est sûr. Ah, mesdames et messieurs, tout le monde va voir le film G.I. Joe. Hein. Tout le monde. Obligation. Tous les jours de cette chaîne, G.I. Joe. On a ensuite, en juillet... Ah, là, on est sur une autre planète. La planète, j'allais dire la planète du bon goût. Là, en tout cas, la planète de l'excellence, la planète du prestige, la planète de l'inception, la planète de Christopher Nolan qui lui a toujours son autoroute bien ouverte et sans obstacle, qui va nous livrer Tenet, qui est un film de thriller d'action de science-fiction. On n'en sait rien, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. J'adore le suspense qui nous fait attendre avec ses films, et à chaque fois qu'il arrive à garder secret, à limiter ce qu'il veut donner au public avant la projection du film. C'est toujours un véritable délice de découvrir le film sur le tas. Les premières images qu'on a vues, c'est très déroutant. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Ça a l'air n'importe quoi. On ne sait pas. C'est simplement, on ne sait pas ce que c'est. On a juste vu une image, pour ceux qui n'ont pas vu les images des making-of, des trucs très bizarres qui se passent sur une autoroute. Je vous en dis pas plus, mais à un moment, on voit un plan avec un hélicoptère qui filme une autoroute. Il y a un truc qui se passe sur cette autoroute qui est très bizarre. Et je sais pas du tout, en fait, pourquoi il fait ça. Vraiment, on dirait un mec qui peut revenir dans le temps. C'est vraiment bizarre. Voilà, j'ai hâte de voir. Vraiment, je pense que c'est un gros spectacle et que ce sera, encore une fois, travaillé de la façon dont il sait faire, c'est-à-dire des montages alternés, un fatalisme très très important, des personnages tourmentés, film noir, des gens avec toujours des très bonnes coupes de cheveux, mais toujours très bien habillés. Les gens chez Nolan, ils sont très très bien habillés. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, à chaque fois les mecs ils sont des costards, des beaux costumes, et bien sûr il y a aussi une couleur chez Nolan. Alors j'avais vu une interview, j'avais vu cette info à un endroit, mais j'en étais jamais sûr. Nolan est daltonien, donc dans ses choix de couleurs, ça reflète aussi sa vision pure. On dit souvent sa vision, mais alors lui, c'est littéralement sa vision. Bien sûr, il s'aide d'excellents chefs opérateurs pour justement égayer peut-être ces couleurs grises qui sont souvent très présentes dans ses films, mais c'est un daltonien. Donc quand il choisit des fois des textures, c'est par rapport à ce que lui, il voit. Et bien sûr, il ne voit pas comme nous. Donc ça, c'est aussi intéressant de noter par rapport à la gamme couleurs dans ses films généralement. Vous le voyez très bien dans Inception, dans Interstellar. Les choix de couleurs qu'il prend sur l'intégralité, l'impression que vous donne le film dans son intégralité. C'est généralement pas des
couleurs très fortes. Par rapport Dersus, là tu le fais bien de le faire remarquer, par rapport à Vigning Refn qui lui explose les couleurs et va dans l'excessif carrément, presque pour compenser son déficit. Donc c'est plutôt intéressant de voir Nolan là, vraiment, encore une fois, il va être en roue libre totale sur un scénario qu'il aura écrit, sur une réal qui lui appartient, et sur une production dont il est un des chefs premiers. Donc voilà, encore une fois, un des seuls maîtres à bord de son navire qui n'a pour l'instant pas fait vraiment une fausse note auprès du public et de la critique. Les gens ont toujours assez apprécié son travail de façon générale, donc un côté un peu pompeux, un peu pompier, mais généralement ce sont des films qui sont toujours de très bonne tenue et qui en tout cas ont le mérite de proposer un spectacle qui sort un petit peu des sentiers battus, battu par Disney, mais alors Disney c'est l'autoroute quoi, mais c'est une autoroute un peu sans saveur. Nolan essaie d'essayer de récupérer une espèce d'essence un peu traditionnelle du cinéma, mais autour de scénarios et d'une vision très moderne. Donc il est un peu un cheval entre les deux. C'est un drôle de mix, c'est je crois pour ça qu'il fascine et qu'il n'est pas forcément pleinement accepté par un camp ou par l'autre. Et c'est aussi pour ça que moi vraiment j'apprécie beaucoup cet homme en tant que cinéphile, que cinéaste, que défenseur et parleur de cinéma, parce que c'est parleur, j'invente des mots, comme de cinéma je devrais dire, parce que c'est quelqu'un qui ne se limite pas simplement à faire des films. C'est quelqu'un aussi qui milite pour le cinéma, qui restaure des copies, qui propose des films, je crois qu'il siège d'ailleurs au conseil du film du UK Film Council, je crois. C'est une espèce de conseil, j'allais dire c'est un CNC, non, mais c'est une espèce de conseil de gens importants pour le cinéma anglais, et qui peuvent voter peut-être des lois ou des budgets ou des choses comme ça. Je crois qu'à un moment, elle avait fait partie de ce conseil, parce que maintenant, c'est quelqu'un quand même de très important dans le cinéma anglais quand même. Faut pas oublier, c'est un Anglais, le mec, c'est pas un Américain. Les fonds principaux sont en Amérique, donc il va là-bas pour les moyens et pour les fonds, mais ça reste un Anglais avec aussi une sensibilité littéraire. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait de la pub, et je pense que ça, vous l'avez senti quand vous voyez ces films. C'est pas quelqu'un qui a vraiment l'œil, vous comprenez, mais par contre, c'est quelqu'un qui a des idées de structure très visible dans ses films, et une narration des événements plus au dialogue et à la situation que visuellement. Et dès qu'on sait ça et qu'on arrive à accepter le fait que il est issu d'une certaine branche, la branche littéraire, on peut accepter peut-être un peu plus ces films que plutôt s'offusquer à chaque fois, oh là là, mais il ne paie pas visuellement, il dit des choses plutôt que les montrer visuellement. Ben oui, c'est aussi son parcours. Et moi, je peux accepter ça et finalement apprécier aussi son cinéma. Donc ce sera un grand rendez-vous de juillet, qui, si possible, pourra se faire avec autant de gens ici présents qui peuvent. Moi, je suis tout à fait apte à accepter. Je dis ça comme si j'étais dans une tour d'ivoire. Excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait content, réjoui. Je le ferai avec plaisir de vous rencontrer au détour d'un cinéma. Je sais que, en tout cas, Tenet, j'irai le voir, et donc si vous êtes dans le coin de Paris, n'hésitez pas à vous manifester. De toute façon, sur Facebook, je ferai une petite note pour ceux qui seraient intéressés de le voir avec moi. On a un autre film Halloween, on a encore des films Marvel, Eternals, je sais pas ce que c'est que ces trucs là, c'est encore des machins. On a West Side Story de Steven Spielberg. Je sais pas pourquoi il a voulu faire un remake, mais c'est typiquement un plaisir d'avoir vu ce film en enfance, et il a voulu faire une nouvelle chose. Alors la question est que je pense qu'ils vont refaire une version plus moderne des anciennes chansons. Je vois mal une espèce de retour aux années 60 en termes de mélodie. Donc ils vont moderniser cette mélodie. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va fonctionner ? Je trouve, alors bien sûr Spielberg il fait toujours des films de qualité, mais une comédie musicale, je sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de voir une bande-annonce, et si ça me plaît pas, je n'irai pas voir. Mais je reste curieux.
sur Spielberg, sur une comédie musicale. On aura Godzilla vs King Kong. Ok. Encore une fois, là, c'est les bandes annonces qui vont décider hein, si ça va être intéressant ou non. Je pense que j'irai voir, parce que j'avais vu déjà les Godzilla avant, mais je crois que je vais un peu traîner du pied. On a aussi Gigantic. C'est une variante de Jack et Haricot Magique. On a un film Uncharted. Oh là là. On a un film aussi, un film Disney qui est typiquement fait pour faire plaisir à la Chine. C'est Raya and the Last Dragon. Ça a l'air typiquement estampillé. Les Chinois, venez au cinéma regarder notre film américain. Voilà, c'est ça. Moi, je vois ça, je trouve ça un peu désolant. Mais bon, encore une fois, peut-être que le film, il sera intéressant. Mais bon, en attendant, moi, je vois ça avec des lettres qui évoquent, bien sûr, le ver du jade, hein, donc le jade, le dragon, etc. Et ainsi de suite. Gigantic, ça a été annulé, voilà, sûrement peut-être une bonne idée qui a été annulée. C'est comme le film, à un moment, ils avaient montré une démo d'un film avec des petites souris dans la forêt, ça avait l'air super bien. C'était cette année que j'ai vu la vidéo, ça avait l'air mais génialissime. Et le truc a été annulé pour sûrement une grosse production de merde de Disney. Alors que le mec, ça avait l'air d'être un truc à la Brisby, le secret de Nîmes en synthèse, ça avait l'air super bien. En tout cas, visuellement, ça donnait envie, en fait. Et le truc, non, c'est vraiment remplacé pour des grosses merdes de Disney. C'est un projet de la Fox annulé par Disney. Ah, voilà. Ah, merci de taper un peu sur Disney. Oui, ça avait l'air génial. En tout cas, ça donnait envie. Alors Spawn, j'en ai aucune idée. Moi, en tout cas, il n'est pas sur ma liste. Je ne l'avais pas trouvé dans la liste des films de 2020. On aura aussi Le Roi Richard avec Will Smith. On aura Tom et Jerry. On a The Croods 2. Alors, j'avais bien aimé le premier avec Nicolas Cage qui fait le père, là. Et le mec qui hurle dans la caverne. I have an idea! Comme ça, en train de hurler qu'il a trouvé, qu'il a eu un éclair de génie. Je trouvais ça énorme. Ouais, j'avais bien aimé The Croods. Donc s'ils en font un deuxième, mais que c'est aussi marrant que le premier, pourquoi pas, ça peut être amusant. En tout cas, c'est typiquement un truc pour la famille. Moi, j'ai plutôt apprécié cette famille qui essaie de se démerder comme ils peuvent et qui sont cons comme des balais. On aura un film d'action qui s'appelle Tomorrow War, où on a un mec qui doit affronter son fantôme du futur, ou un mec du futur qui va dans le passé pour affronter son fantôme. Enfin, un truc, encore une fois, un bordel. Un film d'action avec, je crois que c'est Ryan Reynolds, ou je sais plus quel beau gosse un peu tocard sur les bords d'Hollywood. Non, je crois que c'était Chris Pratt. Enfin bon, un des deux. Bon, vous voyez des machins comme ça, du quota. Hein. Nouveau Tom et Jerry, en effet. Mais bon, tout ça, c'est... Ouh, mon Dieu. Et on a, pour terminer l'année, on n'aura pas des gros Star Wars machin. En tout cas, ils ne nous l'ont pas annoncé. Mais on a un film qui clôturera l'année. Pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas. C'est le film Dune. Avec Timothée Chalamet et tout le bazar derrière. Dune, donc. À voir, mais si c'est comme Blade Runner 2049, je ne vais pas apprécier. Et je pense que ce sera comme Blade Runner 2049. Donc, j'attends de voir quelques images, mais je pense pas que ça va me plaire. J'ai bien aimé celui de Lynch. Ce sera difficile d'échapper en fait aux visions de Lynch. Donc je pense que ce que va faire Villeneuve, il va aller dans un autre sens et ça va être tellement différent que beaucoup de gens qui sont attachés à celui de Lynch vont refuser le film. Et je pense que ce sera un petit peu mon cas. Donc il faut que je me prépare psychologiquement à avoir vraiment quelque chose de différent. Mais là où Blade Runner 2049 c'était une suite, où on souhaitait en quelque sorte une continuité. Alors Sans un bruit 2, il était peut-être dans la liste, c'est possible, sauf que moi, le premier, c'était pas un truc mirobolant, donc le 2, je l'ai pas noté en fait, tout simplement. Bon, je n'allais pas faire 3 pages non plus de titres, hein, donc je devais modérer aussi le nombre de titres que j'allais mettre sur ma page. Donc Dune, ce n'est pas vraiment une suite, hein, c'est une reprise des livres, donc on aura quelque chose de forcément différent, mais au moins j'espère que ce sera aussi amusant en termes de visuel, dans les costumes, dans les décors, une impression de gigantisme aussi, et dans la narration que celui de Lynch
pour lequel je prendrai encore plaisir à voir. D'ailleurs, ce serait une très bonne chose, je vais me noter ça, peut-être de revoir Dune, ça serait une bonne chose ça. Donc voilà, quelques films que vous avez eu, qu'on aura, pardon, excusez-moi, cette année. Moi j'irai voir et j'irai probablement faire une critique. Alors Del Toro, moi j'aime pas ses films anonymes, donc moi je ne vais pas voir les films de Del Toro. Moi j'irai voir Birds of Prey, malgré moi, j'irai voir 1917, j'irai voir Wonder Woman, j'irai voir Tenet, j'irai voir Godzilla contre Kong et je pense, ça dépendra de la bande-annonce, j'irai voir Dune. Il y a le nouveau Fincher, ah ben peut-être bien, oui, je ne sais pas. Je me suis pas renseigné sur le nouveau Fincher ou sur le nouveau Eastwood. Je vais commencer dans ce cas-là avec 3 questions de Luc Aubry qui m'a passé des questions depuis le Facebook. Je te remercie Luc pour ta présence et bien sûr les quelques moments où on s'est rencontrés autour de films et de ton soutien indéfectible, vraiment. C'est un fan hardcore, Luc. Oui, il est là. Oui, tu es là, Luc. Je te remercie pour ton soutien et je te remercie pour tes questions. La première de tes questions, alors j'ai synthétisé parce que là j'ai une petite feuille de papier, je ne vais pas revenir sur le Facebook, mais l'idée est là. Tu m'as posé la question, est-ce que tu souhaiterais un assistant sur ta chaîne? Donc sur ma chaîne, est-ce que je souhaiterais un assistant? Parce que les vidéos en duo marchent bien, ça donnerait une nouvelle dynamique. Et bien sûr quelqu'un qui pourrait éventuellement te remplacer en cas d'absence. Alors j'ai jamais été absent de la chaîne. Il y a des temps de vide, mais il n'y a pas eu d'absence. Et puis quel temps une absence, au bout de combien de temps on considère que la personne est absente? Tu vois, il y a un truc un peu bizarre dans cette réflexion-là. Enfin, quelque chose d'indécis. À quel moment on peut considérer que quelqu'un est absent? Il y a des fois des gens, s'ils n'ont pas pendant une semaine entière la vidéo d'un mec, et ils ont des spasmes, il faut les envoyer à l'hôpital. Et d'autres, c'est une vidéo tous les mois. Donc c'est compliqué d'estimer les absences concernant ma chaîne. Si je dis rien, si je fais strictement rien pendant 3 mois, bon là, vous pourriez vous dire qu'il y a peut-être quelque chose. Mais généralement, c'est pas le cas. Voilà, un an, là, il y a une vraie absence pendant un an. Si pendant un an, tu ne fais rien, tu ne postes rien sur Facebook, c'est que t'es mort, je suis désolé de le dire. Donc non, moi je ne suis pas mort, c'est juste que des fois j'ai un peu de mal à me foutre des coups de pied au cul. Donc la question c'est de me remplacer, mais me remplacer sur quoi? Parce que la voix elle pourrait changer, ça pourrait faire fuir du coup les gens qui sont, intéressés à ma voix, il y a un bagou. Mais ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il faudrait que la personne ait mes textes, qu'elle puisse être suffisamment à l'aise à l'audio pour pouvoir aussi improviser sur mes textes, parce que mes textes c'est pas des phrases, c'est des morceaux de mots. Des fois c'est juste des expressions ou des mots et j'ai dans la tête ce que je veux dire par rapport à ce mot-là. Donc c'est compliqué après de remplacer sur la base de mon travail, donc il faudrait que lui-même fasse toute la démarche de son côté. Enfin c'est quand même une logistique, je suis pas sûr qu'un mec comme ça veuille remplacer, donc pour moi c'est pas possible. Alors les vidéos duo marchent bien, mais justement elles marchent bien aussi peut-être parce qu'elles sont pas si régulières, elles marchent par à-coups. En tout cas moi j'aime bien que ce soit comme ça un truc un peu exceptionnel, enfin exceptionnel, pas régulier. Oui, ça donne une nouvelle dynamique parce que généralement il faut se créer un auditoire en face pour pouvoir lui répondre et parler plus facilement que plutôt imaginer aucun spectateur en face de soi. Et la nouvelle dynamique, je préfère qu'elle soit limitée. Donc un assistant sur ma chaîne, non. Ma chaîne n'a pas besoin d'assistanat. Enfin, comme si c'était une grosse chaîne. Tu parles de ça comme si c'était une grosse chaîne. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas une grosse chaîne. C'est juste une chaîne qui est un petit peu vieille. Et en fait, dans l'absolu, moi, je vais vous dire, j'aurais plus besoin d'une assistance en termes techniques. C'est-à-dire pour refaire ma putain de bannière, il faut que je contacte un mec qui doit la faire depuis 2 ans, mais qui ne l'a toujours pas faite. Et refaire toute une matrice pour l'introduction, pour tout, pour que ça soit beaucoup plus propre, vous comprenez? En fait, il faut donner un coup de neuf à tout ce qui est le contenant. Pas le contenu, mais le contenant. C'est dans le visuel et le son. Mais ça, j'ai du mal à m'y mettre sur ça.
Et bah du coup, ça se fait pas. Donc c'est plus dans cette optique-là que j'ai besoin d'assistance. Mais dans l'absolu, cette assistance, elle ne peut que m'être donnée par des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui utilisent After Effects, des graphistes, des gens qui utilisent Photoshop, Illustrator, des gens voilà qui ont vraiment qui ont une formation ou qui sont des putains de touche à tout des professionnels quoi. Et des gens bien sûr que je ne pourrais pas payer parce que ma chaîne n'est absolument pas financée par quoi que ce soit. Donc voilà. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'ai besoin d'assistance. Plus qu'autre chose. Moi, tout ce qui est contenu, je peux le gérer. Mais le contenant, j'ai 2-3 babioles pour faire fonctionner le machin, mais dans l'absolu, je voudrais que ce soit mis à neuf. Mais je prends pas le temps pour me poser et le faire. Donc ça traîne, et ça se fait pas. Et voilà. Et ça fait depuis le début de la chaîne que c'est comme ça. C'était concernant Netflix. Ne tuez pas le cinéma, bien au contraire. Quand on voit la politique frileuse des studios qui va à l'encontre des auteurs. Ah, je vois. Ok. Je me garde ça dans le coin de la tête. On va continuer les 2 autres questions de Luc, et après je reviens sur ta question, Damien. Ensuite, tu me poses une autre question très simple. Tu es nostalgique des musiques de fond des vidéos sur Disney et les critiques pirates de la semaine pirate qui évoquaient la gaieté, l'héroïsme, l'optimisme. Et pourras-tu les réutiliser? C'est possible. Il faut déjà que je les retrouve parce que je les ai un peu perdus de vue. Mais je crois savoir où je peux les retrouver. Il faut que je trouve l'occasion de les retrouver. Enfin, pardon, de les réutiliser. Oui, ça pourrait arriver. Honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir retrouver exactement les musiques que j'avais employées. Honnêtement, je te le dis. Hein. Y a pas de souci, Damien. Donc voilà. Et aussi, quel âge pour montrer des films muets à des enfants? Laurel et Hardy, Le Golem, Intolérance. Tu commences avec des Chaplin, je crois que c'est la chose la plus simple. Chaplin, Laurel et Hardy, c'est une très bonne entrée en matière. Et à quel âge? Ah ben... ça le plus tôt possible. Hein. Parce que quand les parents font goûter aux jeunes un truc comme Cars, avec la voiture qui va à 100 à l'heure, des couleurs qui pètent aux yeux, et une animation qui va à 100 à l'heure qui fait piou piou piou, et tout ça, t'amènes un truc en noir et blanc tout moche, avec des gens qui parlent pas, aucun son, l'enfant il va se faire chier. Hein. Donc encore une fois, c'est une idée d'éducation à l'image. Si les parents fout le gamin devant des trucs qui n'arrêtent pas de jacasser, de parler, de faire du brouhaha avec du visuel très agressif sur les yeux, tu lui fais passer du coq à l'âne. C'est comme si tu étais dans une fusée et tout d'un coup on te dit attends, on va voir l'âge de pierre. Attends, mais moi j'en ai rien à foutre de l'âge de pierre, je suis dans ma fusée. Bah c'est ça. Les gamins sont super impressionnables. Quand tu leur donnes un premier truc, après ils voudront toujours ce même truc, mais à l'indigestion. Et quand vous voulez lui montrer un petit truc un peu différent, ben ok, pendant 13 minutes, ok, à peu près pendant 10-13 minutes, c'était ok. Mais après, c'était mode rien à foutre du film. C'est une idée de provoquer chez l'enfant les premiers émois et les premières expériences. Et il faut pas se tromper de film. Parce qu'après, ça va donner une base. Vous avez une éponge qui n'a pas encore reçu la moindre goutte d'eau. La moindre. Zéro. C'est une éponge sèche. Et la première petite goutte d'eau que vous allez lui mettre dessus, il suffit que la goutte d'eau elle soit un tout petit peu rouge pour que l'éponge elle commence à devenir rouge. Donc les premiers instants d'expérience cinématographique, pour moi, elles sont cruciales parce qu'après elles vont former une petite base de jugement de goût. Et on sait très bien que les enfants n'ont pas de recul. Donc l'enfant, il va tout de suite avoir des goûts très précis. Si on ne lui montre pas progressivement, avec pédagogie, beaucoup de choses diverses, eh bien, il va s'enfermer. Et après, ça va être très difficile, de plus en plus difficile, de lui montrer d'autres choses. Surtout que le monde ne fait qu'avancer. Donc, on s'éloigne de plus en plus du muet. Donc, c'est très, très difficile. Hein. Moi, je n'ai pas d'enfant, Luc. Donc, moi, je ne peux pas estimer comme ça à quel âge on peut regarder du muet, à quel âge on peut mettre les enfants devant des films. C'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est une question épineuse. Et je ne suis pas parent, Luc. Donc, je ne peux pas répondre avec assurance à cette question. Hein.
mais c'est une question qui, pour moi, ça m'angoisse beaucoup d'y penser. Hein. Le problème, c'est que si tu montres des films survitaminés avant, le muet c'est très très lent. Donc, et il n'y a pas de son. Faut vraiment pas oublier cette idée. Ok, il y a un peu de musique, mais c'est une musique de chambre, quoi. Donc, ouais, 3-4 ans, mais il faut bien choisir son Chaplin. Il faut bien choisir son Laurel et Hardy. Il faut essayer de trouver des petits films, quoi. Les Frères Lumière, tu vois. Les petits trucs des Frères Lumière, il faut progressivement, tu vois, les choses les plus simples, les plus accessibles à l'enfant, et progressivement, tu peux lui montrer d'autres choses. Mais après, il faut avoir une sacrée connaissance du muet aussi. Et ça, c'est plutôt rare pour les jeunes parents d'en avoir. À part des spécialistes de cinéma, mais putain, ça se trouve pas. Hein. Faut lui montrer des films d'animation, du coup. Il y en a qui sont assez beaux, hein, en muet. Où la musique fait tout. Les premiers Mickey, par exemple. Les enfants se foutent des dialogues et se foutent si on leur met des trucs en VO. Alors du muet, ça devrait passer. Oui, mais attends, Flows, il y a quand même une différence entre des dialogues et du bruit. L'enfant est quand même sensible au bruit. Et surtout au sensible, si tout d'un coup, Laurel, il fait tomber une casserole, ben tu vas avoir le bruit de la casserole. Sur le muet, tu ne l'auras pas. Et peut-être que lui, il va s'endormir, en fait, parce qu'il sera pas excité par le son. Là, si tu as zéro son, il manquera quelque chose à l'enfant pour que son intérêt soit total. Hein. Parce qu'il verra des images en noir et blanc, donc il n'y aura pas d'impact de couleurs différents. Donc ça va déjà le calmer. Et s'il n'y a pas de son, ça va l'endormir. Moi, je crains vraiment ça, en fait. Il faut que la musique, vraiment, soit du Mickey Mousing. Comme dans les temps modernes. Fantasia, oui, mais Fantasia, c'est déjà beaucoup plus récent. Moi, je vous parle de films muets des années 20. Hein. Je vous parle pas des années 40. Hein. Je vous parle des premiers Mickey. Je vous parle des films... comment ils s'appellent? Des films expressionnistes. On parle d'un niveau beaucoup plus ancien encore pour les films muets. Il y a toujours de la musique de fond sur le muet. Oui, mais ça dépend quelle composition. Alors là, c'est aussi un problème. Moi, il y a une seule version de Curacao Potemkin que je peux tolérer. C'est une version précise, avec une orchestration précise. Parce qu'il y a régulièrement des orchestrations, dont des orchestrations modernes, qui sont des trucs infâmes. Infâmes. C'est compliqué tout ça de... Si l'orchestration n'est pas punchy, l'enfant il va s'endormir. Elle n'est pas toujours d'origine, la musique, exactement, Der Souza, elle n'est pas forcément d'origine. Tu as vu Die Nibelungen de Fritz Lang? Non, j'ai vu les Trois Lumières. Destiny, je crois que ça s'appelle en anglais. Je crois que c'est les Trois Lumières. Un truc où il y a une femme pour récupérer son homme, elle va braver des... je crois que c'est la femme ou l'homme, je sais même plus. Elle va braver des espèces d'épreuves qui se passent dans des époques différentes. C'est un scénario, j'ai jamais vu un machin pareil. Ça s'appelle Les Trois Lumières. C'est incroyable. Je comprends pas que les mecs n'aient pas déjà pensé à faire un remake de ce truc. C'est avec la mort qui fait un pacte et tout ça. Je crois que c'est avec une femme. Il me semble que c'est la femme qui va sauver son homme. Et donc elle part comme ça à la recherche de son homme dans des époques différentes et tout ça. Il y a du fantastique à mort et t'as la mort qui est tellement impressionnée par la volonté de cette femme. Enfin, il y a un truc, wow, moi j'ai trouvé c'était incroyable. Et c'était du muet pour le coup. Il y avait une ambition de réalisation, de scénario et d'émotion aussi qui était forte, très 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 forte. Et même visuelle. Il y avait quelques idées, waouh, c'était superbe. Avec les morts qui rentrent comme ça dans le mur. Et elle voit son mari dans le groupe qui rentre dans le mur et elle est devant un mur immense, gigantesque, on voit pas le bout du mur. Et ce sont des visions vraiment c'est très expressionniste tout ça. C'est waouh, ça c'est du spectacle, hein, c'est du vrai spectacle. Et je vous avais déjà parlé de Die Frau im den Mond de Fritz Lang, la femme sur la lune, superbe, hein, c'est du Tintin avant l'heure les gars, hein. C'est Tintin, on a marché sur la lune avant l'heure, hein, vraiment. Avec une excellente composition à un moment au piano. Il faudrait que je la retrouve cette composition au piano. J'ai pas dit que je devrais pas dire qu'elle m'a bouleversé, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup ému avec ce qui se passait dans le film à ce moment-là. C'est vers le début du film.
est vraiment superbe, superbe. Donc il y a du film muet, un grand spectacle, il y a de très beaux films muets, mais pour les enfants, il y a beaucoup de thèmes, parce que voilà, on sort de la guerre, il y a beaucoup de thèmes assez violents. Je ne connais pas le film muet français, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, donc je veux pas m'avancer et dire des choses ridicules. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des choses intéressantes si on a vraiment affaire à un expert qui vient parler du cinéma muet, et je suis sûr qu'il aurait des titres déjà en tête pour un public très très jeune, et des titres accrocheurs, au-delà d'évidence comme Chaplin, comme bien sûr Méliès, Méliès ça paraît évident pour les petits. Méliès, ça fonctionne très très bien, mais tout ça, ce sont des évidences. Mais si on essaye de gratter dans tout l'empire du muet et de trouver des choses qui sont intéressantes, Buster Keaton, voilà, bon, ça c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais il a existé aussi, Buster Keaton. Mais je pense même, vous savez, qu'un enfant, ça pourrait être amusé par L'homme à la caméra de Tsika Vertov. Je pense honnêtement que ça pourrait être amuser un gamin. Parce qu'il y a tellement de choses bizarres dans le film, ça pourrait peut-être lui faire des cauchemars. Ah, lui faire des cauchemars, ça c'est possible. Il y a tellement de trucs bizarroïdes qui vont dans tous les sens que ça pourrait l'amuser. Mais en effet, Arthur, ça dépend des gamins. Je suis d'accord. Le gore ultime, Serbian movie. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse du début à la fin, atroce. Bah Alexei, moi j'ai fait une critique de Serbian film et j'ai beaucoup aimé le film. C'est très atroce, c'est fait pour ça. Je pense qu'il y a un message derrière. C'est pas simplement de la gratuité, mais bien sûr les gens qui veulent pas se poser de questions disent tout de suite qu'il n'y a pas de message derrière. C'est leur affaire. Je pense qu'il y en a. Après moi je ne connais pas la situation politique réelle de l'environnement dans lequel a baigné le réalisateur, donc c'est très compliqué de savoir. Mais j'ai accepté quand il disait en interview que ça reflétait des violences de médias, des violences aussi de la vue, de ce qu'il voyait de son pays, de son environnement, et qu'il a voulu faire un film d'une telle violence pour exprimer la haine qu'il avait envers la passivité totale des gens qui filmaient, qui donnaient à voir en fait son pays, et la violence en fait qu'on fait subir au peuple, et le silence, la passivité de gens qui auraient pu intervenir pour aider les gens en détresse. Et le faire sans aucune forme de compromis, la violence, vous savez, la violence sans compromis, c'est ça, je pense, que j'ai aimé dans le film. Mais elle est symbolique. Et quand on arrive à saisir en fait la symbolique de cette violence, je trouve qu'on apprécie plus le propos du film et le film. Ça reste dur, ça reste très très dur. Et vraiment, je ne vous conseille pas le film, à moins que vous soyez prêt. Vous savez, vous avez des périodes où vous vous dites « je suis prêt à voir le film ». Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un film muet de 3 heures, ça peut être Cléopâtre, ça peut être un film de Keshish, ou ça peut être les Teletubbies, le film. Et moi, à un moment, je m'étais dit « ok, je suis prêt pour aller voir Serbian film ». Je l'ai vu en fin d'après-midi à un moment. J'ai pas mangé vraiment après, mais j'étais prêt. Et j'ai réceptionné le film, je pense, d'une bonne manière. Enfin, en tout cas, j'étais bien prêt pour voir le film. J'aurais pas pu le lancer comme ça à l'aveuglette en mode youhou. J'aurais pas accepté ce que je voyais. Mais là, c'était bon. Et j'étais content. J'étais pas content du contenu, mais j'étais content de l'avoir vu. As-tu vu le film Black Mirror interactif? Je serais curieux d'avoir ton avis sur ce format. Achille, j'en avais parlé il y a des années, avant même que Netflix soit pop, en fait, comme une grande plateforme de diffusion de films. Je parlais déjà que le futur du cinéma, ce serait en fait des choix. Parce que dès qu'on a eu les DVD, moi je voyais déjà des films qui auraient des scènes qui pourraient varier d'un individu à un autre. Et même en fonction peut-être du public dans la salle, qui aurait des boutons surappuyer, et du coup tout le monde appuyait sur B ou sur A, il y aurait un pourcentage qui serait calculé en direct, et hop, tu aurais une scène différente. Pour moi, ça peut être l'avenir. Peut-être même plus que la 3D, que l'hologramme, que ces effets de 4DX, je sais pas quoi. Pour moi, le numérique, le format numérique
d'un film, maintenant comme il est sur des DCP, on peut éventuellement créer un système mais là c'est directement la construction du film qu'il faut que ça soit créé, un système de liens et d'organisation d'arbres de différentes scènes qui amènent à des choses différentes, d'un point de vue d'un personnage ou d'un point de vue d'un autre personnage. Mais du coup, le film, il devra être modelé par rapport à cette idée. Donc ça nécessite un travail de scénario et de montage pour le coup. Là, il faudrait presque que le monteur soit le scénariste. Et c'est très ambitieux en fait, parce qu'imaginez une scène où il y a deux personnages qui voient la même scène. Donc il y a une logique en fait de tournage aussi qui a abordé. Donc il y aurait tout qui serait tourné autour de cette idée. Un peu comme, exactement, Dersu, tu as tout à fait compris, un peu comme les bouquins, vous êtes le héros, dont vous êtes le héros. On est d'accord. Ah, j'entends là. Alexa, tu me dis vivement le service en ligne de Netflix. Netflix de version Disney, Disney+, Samuel, que je connais très bien, c'est quelqu'un que je connais en vrai. Il m'a dit, que penses-tu de Disney+. Alors bien sûr, moi je ne suis pas abonné à quoi que ce soit de service de diffusion en ligne, mais bon, Disney voilà, décide d'affronter Netflix avec Disney, tout ce qui est les productions Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, le catalogue de la Fox, le National Geographic, Disney Nature, énormément de programmes pour les enfants, mais colossal. Tout ce qui est les chaînes de Disney pour les enfants, tout ça, ça ira sur Disney+. C'est monstrueux. Déjà des séries qui sont proposées avec le Mandalorien. Les mecs sont vraiment désespérés pour cette série parce qu'ici il faut qu'ils fassent un bébé Yoda, hein. On s'est bien compris, hein, un bébé de la race de Yoda pour faire venir les gens. Oh là là là, mon dieu, je sais pas ce que ça vaut ce truc, mais bon, je prendrai mon temps pour le regarder, hein. La Belle et le Clochard, alors je l'ai téléchargé mais je l'ai pas encore regardé, mais je regarderai La Belle et le Clochard. Je me demande ce que ça donne. J'espère que ça donne quelque chose d'intéressant, mis à part des animaux en synthèse qui parlent, avec une mentalité très agressive Disney+, de casser vraiment des prix. Alors, je fais pas des comparatifs de prix, mais je crois que les prix sont assez bas. Non, ça sort pas encore, je crois, Disney+. Ça sort l'année prochaine. Je suis pas sûr. Ce qui me fait chier avec cette idée, Disney+ contribue à cette idée, c'est que on casse toujours plus les prix. Et du coup, on divise toujours plus le contenu pour le spectateur qui va devoir faire des choix de firmes. C'est-à-dire la team Disney, la team Netflix, etc. À part les riches qui peuvent tout payer tous les flux. Et en fait, ça c'est un peu minable, c'est vorace, c'est dangereux et je trouve ça très angoissant. Pour moi, Disney+, c'est guère plus que... Si je puis m'exprimer ainsi. Disney+, c'est guère plus que les autres, mais c'est encore avec un nouveau catalogue. Donc c'est compliqué de faire son choix, et du coup vous faites des choix de firme. Moi j'aime pas ça. Donc je préfère n'être abonné à rien du tout, que plutôt faire le choix de dépenser de l'argent pour un catalogue plutôt qu'un autre. Et j'ai pas envie de passer des semaines à faire des comparatifs de qui a le catalogue qui me plaît le plus par rapport à l'autre. Ce serait trop prise de tête. Vous pouvez bien en convenir. Après Disney+, je sais pas exactement tous les films Disney, comment ils sont regroupés. Là, Théo, tu parles de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je ne sais pas exactement comment ça se passe du coup de son côté, tu vois. Après, en dehors de Netflix ou Disney+, il y a des diffuseurs comme Mubi ou la Cinétech qui orientent vers film de patrimoine. Et forcément, tu as des gens qui font la sélection, oui. Sur la forme, le Mandalorian ressemble plus aux années 90 à Hercule ou Xena. Oula, ça fait mal ça, ce que tu dis, Floz. Ça fait mal d'entendre ça, pardon. Mais moi, je m'attends pas à quelque chose de différent que ça, quoi. Il y a peu de séries qui arrivent à dépasser ça. Moi, j'ai hâte de voir, du coup, le Game of Thrones. J'ai lâché les mots. Le Seigneur des Anneaux, excusez-moi. Bah, mais Game of Thrones, c'est le film, mais en format série des années 2010. Si c'est un film, c'est mal fait, hein. C'est ça le problème, en fait, du Game of Thrones. C'est que c'est pas très bien fait, hein. C'est pas fait comme un film. Tu vois un film de cinéma, ça a une autre gueule. C'est filmé autrement. C'est très compliqué d'expliquer, parce que là, il faudrait faire des comparatifs très importants, mais
il y a une façon de filmer qui est plus rapide pour un film, puisqu'il n'a qu'1h30 ou 1h30 à 2h20 pour faire ces scènes par rapport à Game of Thrones qui étire les dialogues et du coup qui les filme d'une façon tout à fait neutre parce qu'il a le temps. Et c'est compliqué de faire une mise en scène délirante sur une scène de 4 minutes où juste des gens parlent. Donc tout est lissé hein, en termes... Et bien sûr, je te parle même pas des combats qui sont à chier. À chier. Les mecs savent pas filmer. Une catastrophe. Oh, des scènes de combat. Ah, une des dernières scènes avec la montagne, quand il affronte son frère, là. Une catastrophe. C'est moche. On voit rien. C'est pas iconique. C'est moche, putain. Le décor était moche. Ne parlez pas de mise en scène de film pour ces trucs-là. C'est une catastrophe, ce film. Ce film. Cette série. J'ai vu The Boys. Le scénario est remarquable. Et il s'amuse un petit peu. On voit qu'il s'amuse dans The Boys. Il y a quelques moments qui sont des vrais moments de film, pour le coup. C'est appliqué par moments vraiment comme un film. Ça se joue sur des angles de caméra, ça se joue sur... Moi, ça m'a évoqué Heroes, The Boys. Mais bien sûr, Heroes est un petit peu daté maintenant. Game of Thrones, c'est une série télé. On est d'accord, tout simplement. Mais il y en a qui croient que ça a plus de panache qu'un film. Parce que, bien sûr, il y a l'attrait de fait que ça soit étiré sur des années et que le scénario puisse prendre tout son temps pour présenter ses personnages. Alors, tu suis les vidéos de Mathieu Blum sur Titanic. Alors, il faut que je les regarde, les 2 dernières, je les ai pas vues, mais je trouvais ça super intéressant. Honnêtement, c'est un vrai plaisir qu'il s'essaye à ça, à ce sujet, d'une part, et de 2, à un format qu'on peut juste écouter en audio, et de 3, à son retour avec une nouvelle dynamique. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait là ces derniers temps. Même le truc sur la star du porno, je trouvais que c'est intéressant de se poser des questions plutôt que hey, c'est une de porno qui est morte. Bon, on peut aller au-delà. Il a essayé d'aller au-delà, et c'est plutôt bien. Bah, écoutez, on va enchaîner avec ça. Voilà, ça va. Mais je pense qu'on va arrêter dans peu de temps. Hein, mais je vais faire les questions de Louis Lambert qui m'avait posé. Alors si c'est bien ça, sur Facebook, je vais vérifier tout de suite les questions. As-tu une méthode pour élargir progressivement ta culture ciné? Franchement, je n'ai aucune méthode. Je fonctionne à l'affiche de film, je fonctionne des fois à l'acteur, au réalisateur, ce qu'il a fait avant. Et du coup, je trouve d'autres choses. Des fois, je dois me faire violence. Des fois, je regarde des textes ou des gens qui parlent de films et je essaie de me les procurer. Par exemple, quand tu parlais là, Damien, de la personne qui traite de faquin tout le monde et tout ça, ben lui, il propose des choses à voir sur sa chaîne. Quand on regarde ses vidéos, il propose des titres de films. Et ben moi, je les ai notés. Et après, j'essaye de les trouver sur Internet. Par exemple, j'ai découvert, encore une fois, grâce à Anal Génocide, La fille du 14 juillet. Et franchement, il y a des gags qui sont excellents. Et ça me donne envie de voir du coup La loi de la jungle, que je n'avais pas vu quand c'est sorti en salle. Et bah c'est ça. Il n'y a pas de méthode, mais il faut rester ouvert, regarder des listes, regarder des gens de parlent de films que tu aimes bien et tout d'un coup tu vas découvrir « Oh, ben ça, je connaissais pas ». Par exemple, simple exemple, quand j'ai parlé de Green Inferno, le film de Eli Roth là, ben, j'ai parlé de Green Inferno sur le cannibalisme, bien sûr classique Cannibal Holocaust, bon ça tout le monde l'a vu, bon c'est pas une nouvelle. Et après il y a le dernier Monde Cannibal, ah bah ça je connais pas, je vais aller voir, et quand je creuse un peu plus loin, eh ben, je tombe sur d'autres films. Et c'est un film qu'a évoqué Gaspard Noé quand il a fait, vous savez, ses visites de ciné-club par Combini. Alors ça c'est des trucs, je suis très très fan de cette émission quand ils la font. Et à un moment, dans le ciné-club, Gaspard Noé, il se retourne et il dit « Regardez ce film, il est incroyable, c'est le premier film sur le cannibalisme. La proie nue. » J'ai jamais entendu parler de ce film, La proie nue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller voir ce film. Ben, je suis allé voir ce film. Et le film, il est superbe. À tel point que je vous ai fait une vidéo sur la chaîne qui parle de La proie nue. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Je l'ai vu suite, encore une fois, à une vidéo d'un cinéaste qui a des fortes convictions, des fortes influences et qui a évoqué toute une ribambelle de films. Voir des tops, c'est intéressant, parce que des fois, ça évoque des films dont tu n'as jamais entendu parler. Voir des listes de films,
voir des listes de genres de films. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Pour les films anciens, bah là, il faut aller piocher sur des listes de classiques, par exemple, que tu n'as jamais entendu parler. Les classiques du muet, des classiques de films années 40. Tu peux faire par décennie, si ça peut t'aider à aller vers le plus ancien. Années 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. C'est peut-être une démarche, si toi tu veux étendre en fait peut-être ta culture vis-à-vis de décennies, si on parle en termes d'années, et si on parle en termes de pays, parce que beaucoup de gens pensent pas forcément par rapport aux années, mais par rapport à des pays. Bah, là, c'est très difficile par rapport à Internet. Là, il faut aller chercher les informations chez des connaisseurs. Encore une fois, sur des listes, peut-être qui peuvent exister. Cinéma grec, cinéma turc. La Turquie fait un bon cinéma. Dans les années 2000, j'étais obligé. Mais du coup, c'était intéressant. Cinéma israélien, ça paraît comme ça très exotique, mais ça existe. Et il peut y avoir des scénarios qui vous plaisent. Moi, comme je vous ai dit, hein, il y a un film qui m'a retourné a posteriori. C'était un film polonais. Hein. J'aurais jamais pensé qu'un film polonais pouvait être aussi proche de ma personnalité. Jamais. Et pourtant, c'est le cas. Vous pouvez des fois tomber par hasard sur un film, et en fait, c'est le film de votre vie. Hein. Mais ça, vous pouvez pas le savoir. Il faut brasser beaucoup. Et finalement, vous avez peut-être, c'est comme les femmes. Vous avez peut-être loupé le film de votre vie, parce que vous n'êtes pas intéressé par exemple, un film espagnol ou portugais. Allez, on va être encore plus exotique, portugais. À un moment où le film était un petit peu en France et qu'après il est perdu de vue et il n'est plus jamais sorti, il n'a pas été édité en DVD. Donc c'est très dur. Hein. On est d'accord, bonjour, sur l'utilité de Sens Critique. Que penses-tu du top 10 du cahier du cinéma? Alors ça va être vite fait parce que je n'ai vu que 3 films sur les 10. J'ai vu Holly Motors, Tony Alderman et Under the Skin. Bon, si je devais faire un choix, ce serait Holly Motors pour moi. D'ailleurs, ça tombe bien, il est assez haut. Mais bon, c'est une filmographie qui ne me parle pas. La filmographie chérie par les cahiers du cinéma. Il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc je ne vais pas m'avancer. Je ne connais pas la logique en fait du cahier du cinéma, donc je ne peux pas commenter comme ça. Je peux le monter gratuitement en disant « Oh regardez, c'est de la merde, c'est quoi ces films? On connaît pas !» Bon, ça n'a aucune valeur, tu vois ce que je veux dire? Donc je ne prononcerai pas, mais si je devais choisir sur les 3 films que j'ai vus, bah, ce serait Holly Motors. Bon, que je trouve, voilà, intéressant. C'est pas dépréciatif ce que je dis là, je comprends pas leur logique. Je sais que je ne comprends pas leur logique. Je me suis désabonné il y a des années de cahiers du cinéma, donc l'écriture de leur papier, leur ligne éditoriale, je la connais pas. Donc le jugement qui a amené ces gens à faire ce top 10 là, dans lequel il y a Under the Skin vers la fin, je crois, Tony Alderman et Holly Motors vers genre 4e ou 5e place, je sais plus. Je la connais pas, la logique. Donc je peux pas commenter comme ça, bêtement. Enfin, je voudrais pas froisser des gens en disant des bêtises, quoi. Et même me froisser moi, parce que ce serait bête. La question la plus importante, comment vas-tu en ce moment? Je survis. Hein, comme chaque année, je survis. Je ne vis pas, hein, je survis. La personne, genre c'est un collègue de travail, il n'en a rien à foutre que j'aille bien ou que j'aille pas bien. Si je dis que je vais bien, il me lâche la grappe, donc c'est ce que je veux, parce que je veux commencer à bosser, je veux pas tourner autour du pot. Et si je dis que je vais pas bien, le mec il va vouloir savoir pourquoi, et donc il va commencer à me poser des questions sur ma vie privée qui ne lui regarde absolument pas. Donc, ça n'a aucun intérêt de dire ça va, enfin de dire ça va ou ça va pas, parce que le résultat est le même. Tu veux aller bosser, tu veux pas commencer à raconter ta vie. À moins d'avoir des graves problèmes sentimentaux au point de te confier à un mec de boulot où tu sais très bien qu'au boulot c'est juste le piège mortel parce que ça va se savoir dans les quelques semaines à venir partout. C'est juste de la folie, même pour n'importe qui. Le salut ça va, mais moi il faut pas venir m'en parler. Moi si je peux l'éviter je le fais par pure convention sociale. Encore une fois, Masque Social, American Psycho, mon film préféré, voilà, pendant très très longtemps jusqu'à ce que je rencontre Photo Obsession. Le Masque Social, truc extrêmement puissant, ces trucs de salut ça va, mais si les mecs commencent comme ça commence très mal. Je préfère un bon salut clair, net, et après une vraie question, une vraie envie de dialogue, et pas des espèces de banalités de merde. Si je dis salut, est-ce que tu vas bien, ou que j'insiste sur le ça va,
c'est que je le pense vraiment, et là c'est plutôt avec des amis que je dis ça. Des gens qui ont une valeur pour moi, où l'inquiétude de leur santé, mentale, physique, etc., m'importe. Et le ça va a une vraie valeur, il a du poids par rapport à des conneries de relations de société qui n'ont plus aucune valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour moi, il n'y a plus de valeur dans les relations sociales. Zéro. Bonjour, tu me dis, personnellement, ça m'intéresse de savoir comment tu vas parce que j'ai senti un ralentissement des vidéos cette année sur ta chaîne. Mais bonjour, ça fait des années que je voulais ralentir la cadence sur la chaîne. Et je l'ai dit presque à chaque FAQ pendant... Depuis 2015, peut-être, je le disais. Depuis 2016. On est en 2019. Enfin. Alors, je souhaiterais peut-être faire plus de vidéos, oui. Mais je m'embourbe dans des vidéos qui n'en finissent pas. La Joker, je vais pas en finir. Joker, ça va sortir dans 4 mois, hein, je vous le dis. Hein. À moins que je bosse que dessus tout du long pendant le Noël. Mais Joker, ça va être monstrueux. En plus, Arthur, il viendra. On n'a pas terminé. Hein. Mais c'est qu'au fait, je fais traîner les choses et voilà. Non, mais là, c'est ma faute. Mais c'est aussi ce que je voulais hein, pour la chaîne. Je voulais faire moins de vidéos. Ça me désole de voir que j'ai tellement de films que je voudrais voir et que j'ai pas le temps de les voir parce que je joue à des jeux vidéo, parce que j'ai besoin justement pour faire passer des pressions. Des pressions que je m'inflige à moi-même. Hein. J'ai besoin de plus décompresser et des fois je me dis, le film, je vais pas le réceptionner correctement. Comme je vous disais, je ne peux pas être prêt à avoir un film, donc je le regarde pas. Et du coup, des fois, ça s'accumule. Là, depuis quelques mois, les films s'accumulent et je les regarde pas. Parce que je me sens pas prêt à vraiment apprécier le film. Certaines fois, généralement, quand ce sont des gros films d'action, ça passe, en fait. Parce que ça satisfait... Vous savez, je pense que les films d'action, c'est pas tu débranches ton cerveau et tout ça. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est pour... ça, c'est de l'argument de con. De l'argument de faquin. Mais non, c'est plus l'idée que ça satisfait nos pulsions de destruction, nos pulsions d'action. Parce que des fois, justement, on a du mal à actionner dans la vie et à faire des choses, à vouloir tout d'un coup affronter le mec qui fait chier la petite vieille de l'autre côté dans le wagon de métro, que tout d'un coup, tu as failli te renverser par un bagnole alors que tu aurais voulu soulever la bagnole, ou des choses comme ça, tu vois. Et tout d'un coup, le film d'action te propose la destruction totale d'une ville, le courage incroyable d'un homme, les jolies femmes, bien sûr, et la volonté et l'absence de peur d'une personne vis-à-vis des situations qui sont tellement énormes que toi, tu flippes quand il y a le patron qui te dit rentre dans la pièce, et tout d'un coup, tu vois ça, tu es émerveillé de voir un tel courage, et ça te donne envie, en fait, d'avoir du courage comme ce héros d'action, et c'est ça qu'on cherche quand on va voir un film d'action, c'est les gens qui arrivent à dépasser leurs conditions, et c'est là où le film d'action est vraiment important, et c'est au-delà de simplement on débranche son cerveau. Non, ça c'est le truc de merde, là, c'est la réponse de merde, ça. Non, là, le film d'action, c'est pour ça que c'est si facile, en fait, de s'enchaîner des films d'action comme ça, et de presque privilégier le film d'action quand t'es pas très bien. C'est que le film d'action, il te fout de l'adrénaline, quoi, de l'adrénaline pour la vie. Mais après, on sait très bien que ce sont des situations qui sont tellement exagérées que tu ne trouveras jamais la même situation en vrai. T'as très très peu de chance de la trouver en vrai, cette situation. Vraiment très peu de chance. Ça peut peut-être arriver si vous êtes militaire et que vous voyez tout d'un coup un truc avec un militaire dans un film, il y a peut-être une chance que vous pouvez trouver ça dans la vraie vie. Je vous le souhaite pas, parce que souvent c'est quand même des scènes d'action où ça pète de tous les côtés. Mais des fois, je suis sûr qu'il y a des gens, des films d'action ont sauvé leur vie, parce qu'ils ont vu des mouvements de bras, des mouvements de mains pour s'échapper d'un mec, qu'ils ont essayé de refaire ça dans la vraie vie, et ça les a juste sauvés, en fait. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Et après, il y aura la FAQ post-2019, en 2020, avec quelques peut-être parties supplémentaires. Et il y aura les premières parties qui arriveront, je pense, j'aurai le temps à Noël de dérusher. Et puis voilà. Et en attendant, je bosserai aussi sur des textes qui seront prêts à être enregistrés. Voilà, tout simplement. Tout bêtement, mesdames et messieurs. Ça rendra compte d'une FAQ peut-être un peu plus réservée,
une FAQ plus sinistre. Mais en même temps, vous pouvez le sentir, hein. Vraiment vous pouvez le sentir si vous enchaînez. Bon, c'est compliqué d'enchaîner, hein, mais si vous faites toutes les FAQ de toutes les années, vous voyez qu'il y a en fait une évolution dans ce que je pense. Et clairement, il est clair, net et précis qu'entre la première FAQ où je suis plutôt vindicatif sur certaines choses et cette FAQ-ci où je suis beaucoup plus réservé sur ma capacité de voir des choses et de comprendre des choses sur le cinéma, voilà, je suis beaucoup plus... Enfin, c'est pas humble de dire qu'on se suit humble, mais il y a l'idée de comprendre ses limites et de ne pas avoir de problème à les dire, parce que combien de fois je vois des gens qui parlent de cinéma qui se disent pas à un moment, je dis peut-être de la merde, ou juste j'ai l'air un peu bon. Préparez vos questions si vous avez des idées, n'hésitez pas sur Facebook ou sous n'importe quelle vidéo, si bien sûr YouTube veut bien me faire les notifications, mais c'est mieux sur Facebook quand même. Et je vous remercie d'être venu, merci beaucoup. Voilà, on était une petite vingtaine, comme toujours. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour le soutien. Merci pour votre discussion sur le chat. Encore une fois, un chat, on n'est pas très nombreux, mais ça a discuté. Et je vous remercie d'être là 4 heures encore après, ou en cours de route peut-être. En tout cas, merci encore. Et prenez soin de vous. Et à bientôt.